Bienvenue sur Society Talks, donc podcast sur l'architecture, autour de l'architecture, avec des gens qui sont architectes, artistes, designers, et puis on parle d'architecture de manière un peu différente. C'est pas une conférence, c'est pas une table ronde. L'idée c'est de partager des anecdotes, des trucs qui nous font kiffer, qui nous font avancer, et pourquoi on continue à faire ce truc. Ouais. Salut à tous, donc aujourd'hui, on a le plaisir de retrouver d'inviter Adrien Grosmetto. On est en direct, ça y est. On est en direct, ça y est. Ouais, Oh la vache. trop cool. Salut. Merci de t'être déplacé déjà depuis Zurich pour venir nous voir. Ça fait super plaisir. Merci pour l'invitation. C'est cool de t'avoir ici. On a collaboré ensemble sur différents concours et sur des projets. Et à chaque fois, on a quand même assez... Ça s'est très bien passé, ça se passe très bien. Mais on a quand même toujours assez mis des rôles entre nous. Que ce soit par exemple pour un projet de direction architecturale, direction de travaux, ou que ce soit pour les concours, où par exemple, tu avais peut-être une partie le lead, et puis après, moi je venais en regard externe, par exemple, si je pensais à Concorde. Ou alors, tu avais fait aussi Champagne, je crois, il me semble. Moi, j'avais pas participé. Champagne reste avec... Mais ça s'était plutôt bien passé en termes de collaboration, mais c'est vrai qu'on avait à chaque fois mis des rôles assez clairs, je trouve. Même si c'était pas forcément explicite, mais pas forcément dit, mais on se laissait la marge de manœuvre entre nous, quoi. Je sais pas si comment tu fonctionnes dans tes collaborations, parce que t'en as fait beaucoup en fait. Ouais. Fait beaucoup de choses depuis que t'es sorti de l'EPFL, t'as enchaîné. Ouais. Plus assistant à l'EPFL, donc Ouais. t'enchaînes pas mal, t'as des grosses semaines. Ouais. Du coup, la question c'est plus Comment tu gères ta collaboration ? Bah, en général, c'est une bonne question. Mais tu sais quoi ? Cette question, on peut la reposer si tu veux. Moi, je te propose maintenant, je te fais un petit quiz débile parce qu'elle est dans la cette question, elle est dans le quiz débile. Ouais. Ok. Donc ça te laisse Alors, le temps commençons le quiz débile. ça te laisse le temps de process Ouais. sur comment Yes. tu vois ça. On n'a pas encore de jingle quiz débile, mais Non. peut-être. Ça va. Donc En post-prod. j'attends des réponses rapides mais honnêtes. Mais combien Mais il faut les noter. J'ai pas de stylo. Ah merde. Olivia, tu peux noter les chiffres ? Ah, je dois répondre qu'avec un chiffre. Ouais. Ok. C'est un pourcentage. Enfin, Ok. D'accord. Ah, c'est 1 sur 10. Après, à chaque question, elle est plus sérieuse. Ouais. Et on peut vraiment en discuter. Ok. Mais ça nous permet de faire un truc un peu genre léger pour commencer. Ouais. De 1 à 6, et puis les questions. Et puis après, c'est de 1 à 10 les réponses d'Adrien. Ouais, il y a 6 questions et ça va de 1 à 10. Question 1. Là, je précise quand même que il y a Olivia qui a participé au dernier podcast, qui est avec nous, mais juste sur une chaise de chef derrière, qui dirige un peu. On n'a pas une observe. caméra pour filmer le Non. backstage, non. prochaine On fois. fera une photo de backstage. Et puis il y a toujours il faut, ouais. Nico en régie. Donc voilà, c'est pour ça que je demande de l'aide à Olivia, parce qu'elle est avec nous. Ok, question 1. T'es prêt ? Je suis prêt. Sur l'échelle de la liberté de l'expression architecturale, allant de 1 à 10, la liberté que tu t'octroies dans l'expression architecturale, Ouais. allant de 1 à 10. 1 étant Max Doudler, et 10 étant Franck Gehry, tu te situes où ? 10. Question, Il faut, non ? Question 2. C'est la liberté que tu t'octroies. hein. Bah, du coup, on est libre de s'octroyer la liberté qu'on veut, la ouais. liberté qu'on veut, donc Ouais. on est libre de faire du douleur si on prend 10 C'est vrai. en soi. C'est vrai que c'est une bonne réflexion. Ouais, moi je pense. En tant qu'architecte, non, on se doit d'être libre, non, C'est d'une vrai, certaine tu peux manière, pour pouvoir. l'interpréter, tu peux l'interpréter comme ça. On pourra en parler après. On fait le truc. Oui, débile, pardon. et après- Ah non, Vraiment mais débile. on peut faire d'entre deux, mais après on en parle vraiment. Question 2. Sur l'échelle de la passion des projets, allant de 1 à 10. 1 étant, le MO ne s'entend pas du tout architecturalement avec toi, mais propose un projet très rémunérateur. Et 10 étant, le MO c'est l'amour fou sur le plan du projet, mais il a 0 sous-sous. Tu te situes où ? Attends, c'était quoi la question ? Pardon. Sur l'échelle de la passion, c'est-à-dire Ouais. de genre 0, enfin 1, ça se passe pas bien, mais t'es C'est payé. un pour qui paye. 10, Ouais. c'est un projet qui paye pas, Qu'est-ce que je préfère mais là-dedans c'est ouais, Tu te situes où là-dessus ? de 1 à 10. Je préfère faire quoi comme projet ? 10, 10, mais mais pas tout le temps. il faut de temps en temps des 1. Je crois que c'est pareil pour vous aussi, non ? Oui. On fait que du 1. Du numéro 10. Alors, question 3. Sur l'échelle de ton attachement à ta région, allant de 1 à 10. 1 étant tu construis toute ta vie dans la même région. Et 10, on t'appelle pour faire des projets dans le monde entier
À chaque fois différent. Tu te situes où? Moi, je trouve un rêve, ça serait de pouvoir habiter dans une ville, je dis au hasard Tokyo par exemple, et puis que tu puisses faire des projets à Genève par exemple, non? Donc en fait, si tu veux juste Vivre à Genève. construire dans ta région et habiter dans ta ville de cœur C'est en fait. Donc que t'es à 1 en fait. Mais elles sont pas faciles ces questions. Du coup, c'est soit tu préfères construire uniquement dans une région Mhm. et du Ouais. coup avoir une sorte de Genius savoir-faire Loki, ouais, Ouais. exact. lié à la région, soit t'aimerais être un architecte star en gros et à construire partout. Pas forcément star, mais Enfin, pas forcément star, mais ton envie de construire ailleurs, quoi. En gros, tu t'identifies plus à Snodzy ou à Herzogenaurach. Mais non, mais à la base c'était des réponses rapides. Après, on c'est était pas si débile ce quiz, hein. Non, parce qu'après il y a des vraies questions. Ok, Mais ok. si tu les débunks déjà maintenant. Mais Je crois. Comment développer là-dessus? c'est quoi? Ouais. On dit que Continuons, pour l'instant t'es à 1 continuons. parce que tu veux Ok. juste aller vivre à Tokyo puis construire à Genève. Question 4. Sur l'échelle de ton approche à la matérialité, allant de 1 à 10. Il y a 2 questions. C'est les mêmes. Hein. Ouais. 1 étant une cabane en bois au fin fond de la forêt et 10 étant l'appartement de Trump dans la Trump Tower. Tu te situes où? Je la reformule. 1 étant tu as à peu près 5 matériaux de construction et finition sous le coude pour chaque projet. Et 10 c'est nos limites. Tu te situes où? Ah, 1. 1. Economy of means. Ok. Tu cites les 5. Ok. Du bois brut, du bois marqué. Ok, pas d'or. Pas de diamant. Peu. Pas encore. Pas encore. Après, tu fais des projets à 10, donc C'est ça. t'as pas eu des clients qui t'en posent. Ok. Question C'est vrai que c'est 5. une bonne question. Qu'est-ce que tu fais si Trump est ton client, par exemple? Ah, mais moi, je Qu'est-ce que me vous ferez, vous régale. Je sais pas. Je pense il faut trouver une langue commune. Tu vois. Ouais. Il faut trouver un langage et des références communes pour pouvoir développer dessus. Et là, a priori, j'ai aucune référence commune, à part peut-être des trucs hyper classicistes, mais qui seraient interprétés pas de la bonne manière, tu vois. Ouais, genre des colonnes trop petites. C'est ça. C'est quoi, trop petite qui touche pas le plafond. Et doré. Bon, bref. Donc, il y a un moment, il faut trouver quand même le truc, mais à nouveau, si c'est, imagine, c'est Trump qui vient vers toi et qui veut faire un bâtiment de bureau. Mais, disons pas Trump, mais parce que Trump c'est connoté politiquement, mais c'était une blague. Mais disons Ouais. un Non, client mais avant- riche dans lequel tu t'entends pas spécialement architecturalement. Quoi. Une bonne question. Après, on a dit qu'il fallait avoir des projets à 10 et des projets à 1% pour survivre. Et est-ce que dans le 1, tu peux faire de l'ironie? Je pense que en tout cas, ce qui est important, que ce soit des projets à 10 ou à 1 ou que ce soit un client comme Trump ou quelqu'un d'autre, c'est que je crois qu'il faut toujours rester intègre et comment dire, être toujours sincère, non? Je pense en tant qu'architecte, si t'es toujours sincère et que tu fais les choses sincèrement, en gros, ça peut fonctionner ou pas, mais il y a pas vraiment cette question en fait se pose plus tant que ça. Je pense que la question elle se Non. pose quand même parce qu'on a une certaine responsabilité par rapport aux matériaux qui se développent de plus en plus. Donc, L'écologie. ouais, Et, ouais. Et je pense que elle peut aussi se poser dans ce sens-là cette question. Ouais. Sur quelle est ta responsabilité par rapport aux matériaux. Mais il y a une scène de film qui s'appelle du film qui s'appelle Fountainhead. Ok, je connais pas. Un ancien film qui parle. Il y a une scène qui parle d'un architecte qui justement présente un projet très moderniste comme ça, assez, très épuré. Le film date des années 50, je dirais, en noir et blanc. Et puis en fait, il présente son projet et puis le client dit oui, super. Mais est-ce que c'est possible de rajouter un fronton en haut, des colonnes en façade? Et puis du coup, ils ajoutent des sortes de morceaux de maquettes sur la grande maquette que l'architecte présente. Et l'architecte n'accepte pas, non? Il refuse de continuer le mandat si c'est pour faire quelque chose de pas intègre ni honnête. Ouais. Et quelque part, je pense qu'il faut aussi avoir ce courage en soi, non? Sinon, Je sais pas, qu'est-ce parce qu'après, moi je trouve que quand on commence les études, on est rapidement, avec peu de connaissances, rempli de vérité. Et plus on évolue, plus c'est flou. Plus
plus on découvre qu'il n'y a pas forcément... Il y a plein d'approches, des approches qui se valent, des mouvements qui se contredisent et qui se valent. Après, c'est à toi de choisir vers quoi tu veux aller. Mhm. Mais s'il avait continué, il aurait peut-être réussi à faire la villa de Venturi pour sa maman. Et je trouve que quand il le fait avec talent. Ouais, non, Venturi. c'est clair. Donc après, c'est tes valeurs à toi. Moi, je me sentirais plutôt comme un architecte polymorphe qui peut répondre à plusieurs choses parce que je suis très intéressé par différents mouvements et je ne serais pas aussi radical. Ouais, Mais c'est personnellement. Venturi, je trouve que c'est un bon exemple parce que c'est la première fois que tu le rencontres pendant tes études, il y a un... Tu prends une claque. Ouais, tu prends une claque. Parce que justement, ça va un peu à l'encontre de ce que on essaie de te faire accepter comme vocabulaire et comme. Ça dépend des profs que tu as eu. Parce que Oui, toi, mais toi, la t'as majorité, commencé, on a tous eu des profs différents. Ouais, au mais tu as final. commencé avec Dietz. Nous, on a commencé avec Ortelli. Et il y avait une sorte de d'aplomb d'énoncé de vérité à un moment donné. On dans a le- fait Dietz aussi après. Ah bah, c'était déjà une claque. Hein. Mais Non, c'est bien, pour ça bien. c'est pour ça que Venturi et Scott Brown, c'est vraiment quand tu le prends dans la face la première fois. Je trouve que c'est un truc où tu dois justement là commencer à appliquer un peu ta lecture critique, faire appel à des références, comprendre comment c'est fait, pourquoi c'est fait. C'est pas une lecture simple. Mhm. Et je trouve que c'est pour ça que moi, ça m'a marqué la première fois que j'ai vu justement. En plus, on a eu la chance de la filmer pour. Ouais. Parce que nous, on travaillait pour Archizoom, mais on l'avait filmé Ah, mais non. pour la conférence. Denis Scott Brown, Ouais. On avait fait Ah, Denis Elle Scott était venue Brown. nous dire que le campus Ouais. de PFA était claqué au sol. C'était trop chouette Ah, de ouais, la voir. Ouais. Vous avez pu discuter un peu avec elle? Bah non, nous on a juste filmé, on filmait les conférences pour Archizoom, puis on l'avait filmé. Et elle était venue de. Ah, c'était trop Ouais. incroyable de la Ah, voir. ouais. Ouais, la conférence c'était cool, surtout la fameuse photo d'elle devant Las Vegas, quoi. Et puis tu Ouais. te dis, c'est elle, quoi. Ouais, c'est vrai. Toutes On a eu ça, on a eu les de la chance. théories Ouais. qui nous n'appartenaient pas à notre culture. Puis après, Ouais. en plus, quand tu es en première année, tu débarques normalement, en tout cas sans aucune connaissance de l'architecture, Ouais. à moins que tu sois passionné. Mais moi, je veux dire, je savais même pas ce que c'était de l'isolation en première année. Puis on te Parce que dit, c'est l'architecture. ça commence, t'apprends petit à petit, puis plus t'apprends, plus ça se diversifie. Donc Ouais. c'est un monde flou dans Mhm. lequel tu dois créer tes propres références, Mhm. tes propres. Enfin, pour moi. Hein. Ouais. C'est la question qui suit, qui est en lien. Question 5. Sur l'échelle de la culture allant de 1 à 10. 1 étant, quand tu achètes un livre d'archi, il faut quand même 99% de photos. 10, t'achètes que des livres avec 99% de texte. Et 11, t'achètes chez Associative Books. Tu te situes où? 11. 11. Yes. Surtout si vous me faites un petit rabais. Mais c'est plutôt toi qui nous amène des livres. en plus, aussi, donc. Ah, c'est un échange. C'est une question, elle amène aussi à savoir à quel point les théories Ouais. vont te nourrir dans ton Ouais, travail. ouais. Mais ça pose aussi la question d'à quel point on lit les livres qu'on achète, non? Ouais. Moi, j'aime bien ceux avec les images. Et en fait, à quel point tu peux comprendre l'architecture et la théorie qui en découle à travers des images ou pas. Ouais. Et si la représentation en plan ou en texte est des fois plus. Parce que dans les deux catégories, t'as différentes qualités aussi. C'est ça, ouais, c'est Ouais. ça. Parce Il y que a tu des- peux avoir des photos Instagram pour des trucs de projet et puis ça t'explique rien. C'est juste joli, un diagonale, super. Mais tu peux avoir des photos qui sont beaucoup moins, entre guillemets, belles, mais qui t'expliquent tellement de choses. C'est ça. Ouais. Et mais ouais, toi, Mais moi, je trouve que ça, enfin, en tout cas, je le vois comme ça parce que je trouve qu'il y a, vous avez, je pense, le même plaisir, non, quand on va à la librairie d'acheter des livres, des beaux livres, Ouais. Et de pouvoir avoir accès à ces beaux livres. Et je trouve que si tu le considères, chaque livre que tu achètes comme du savoir en attente, Mhm. c'est bien, non? Enfin, dans le sens. ça donne même le vertige parce que tu dis autant de savoir. Ouais, mais tu vois, je pense que c'est important de pas se dire genre ah mais j'achète pas de nouveaux livres parce que j'ai pas encore lu ceux que j'ai, mais là je dis ça pour les futurs clients qui viennent chez vous. Acheter parce Acheter que une plein fois de que tu livres. l'as chez toi, un jour tu vas tomber dessus, un jour tu vas lire, un jour tu vas lire peut-être un texte au hasard et en fait peut-être ce sera ce texte qui va te débloquer pour ton projet. Enfin, Après, c'est un toi, hasard, ta mais- collection personnelle est plus grande que ce qu'on a ici en librairie. non, je pense pas. Pour être honnête, on a fait la formation des premiers achats. Quand je venais chez toi à Lausanne, Ouais. je photographiais tes livres. Et je disais, tiens, celui-là, il faut qu'on le prenne dans la. T'en avais Un des plein. premiers, c'était Milan, non? Il y a- Napoli, non?
Les deux. Il y avait super moderne, Mercli, enfin, Mhm. t'en as déjà plein. Ouais. T'as un sacré. Ouais, j'ai une époque d'achat compulsif de livres. Ouais, tu les as lus aussi. L'argent du concours. Non, je les ai pas tous. je, les ai... Non, c'était avant, c'était avant. je les ai pas tous lus, non. Non, vraiment pas. Mais le fait de les avoir, en fait, et là, récemment, j'ai un peu arrêté d'acheter des livres, et puis le fait de plus découvrir dans sa propre bibliothèque des choses, je trouve que c'est dommage, quoi. Je trouve que j'aimais bien d'avoir plein de livres que j'avais jamais lus, et puis en fait, ouais, peut-être 2 ans après, tu vas découvrir quelque chose. Et Ouais. c'est un peu aussi, je trouve, que finalement, l'éducation qu'on a eue à l'EPFL, c'est qu'en fait, t'apprends plein de choses pendant 5 ans. Et je sais pas vous, mais j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qu'en fait, sur le moment, ça a pas été facile de vraiment les comprendre, mais peut-être, tu fais un projet, tu lis un livre, Mhm. 10 ans après, puis d'un coup, tu te rappelles ce qu'un prof a dit, non? C'est un peu la même. Moi, je crois que j'ai un délai de latence de 3 ans entre un Ouais. prof et puis. Oh, c'était ça en fait. Le seul prof que Mais j'ai du toujours coup, pas compris, du je coup, peux t'as- dire. Mais... Bah, les 3 ans, c'est bien dépassé, là, donc ça va être compliqué de... Ouais, mais j'ai pas compris. Hein. Moi, c'est rigolo parce que je préfère les livres avec les images. Mais Mhm. les seuls livres que j'achète ou que je pique de la librairie, c'est des livres avec 99% de texte finalement. Ouais. C'est ceux que en fait je préfère lire. Ouais, puis t'as l'impression que tu vas apprendre quelque chose, non? Non. Tu sens que ça pourra t'apporter un truc. Alors que les. Ouais. Non? Ça Je préfère lire. Enfin, une image, je l'ai vue, mais j'aime bien lire. Là, je lis, vous le voyez pas à la caméra, mais Everyday Matters. Ça fait peut-être 7 mois que je le lis. Ah oui, c'est long. Vous allez voir 40 Surtout que pages. vu la... Ouais, c'est... Écoute, ce sera... Ouais, tu peux le montrer. Ouais. Après, c'est en anglais. Il faut... Il faut que tu l'écrives sur ChatGPT, qui te traduise et qui t'explique. Ouais. Ouais. Est-ce que tu peux me résumer ces 3 pages, s'il te plaît? En plus, anecdote, mais genre, les personnes qui ont fait, on les connaît pas forcément C'est qui déjà? personnellement. C'est pas. Il y a plusieurs textes. C'est collaboratif. On en connaît quelques-uns, ouais. Mais toi, parce que c'est toi qui gères la librairie, donc tu as une connaissance plus grande des bouquins que nous. Mais moi, il y avait un truc, c'était quoi? crois que Maillot, par exemple. Maillot, tu connais? Ouais, c'est des bons architectes espagnols. Et par exemple, il y a Ilse and Heinrich Wolf. Et entre parenthèses, Wolf Architecte. Et j'étais sûr que c'était Alain Wolf. J'ai pas regardé que c'était Ilse. Et j'ai failli lui envoyer un message Instagram en disant ouais, ça claque. Heureusement que je l'ai pas fait. Parce que à une époque, il s'était mis sur Instagram, il avait liké nos photos, puis je voulais lui dire que je lisais son livre. Super le livre. Et c'était pas le. Ça fait 7 mois que je suis en train de le lire. Mais c'est pas toi en plus. Heureusement que je l'ai pas fait. Mais apparemment, toi, Christophe, tu connais mieux déjà. C'est toi qui fais la sélection de la librairie aussi. Et comment ça se passe? Parce que j'ai vu que sur Instagram, vous postez donc certains livres que vous recevez. Donc tu poses des questions maintenant. Je me permets, vas-y, ça vas-y. va. Et souvent, vous taguez les gens qui ont écrit, non? Ouais. Ouais. Et Et puis, oui, du coup, ça a ouvert des contacts un petit peu ou... À fond. Soit des likes et des pouces et des cœurs. Voilà ce qu'on reçoit. Et merci for the share. Thank you Ah for ouais? the share. Aïe, aïe, aïe. Non, il y a 2 raisons à ça. C'est que ça aide à faire connaître la page de Society Mhm. Books. Parce que l'idée, quand même, c'est de... Ah, ils repostent. C'est de faire, Ouais. c'est de faire connaître la librairie pour que les gens viennent. Pas forcément dans un but marchand parce qu'on gagne pas d'argent avec la librairie, Mhm. mais c'est surtout parce qu'on a envie que les gens viennent et découvrent les livres qu'on propose. Oui, c'est les numéros 1 qui payent. De quoi? Et la deuxième raison, c'est que quand on tag les auteurs, la maison d'édition, etc., ils sont très contents. Mhm. Et en fait, moi, si j'avais écrit un livre, j'aurais été très content que les gens Le le lisent. diffusent et le livrent. Et ouais. Donc voilà. Ouais, ouais, parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de librairies qui font ça, non? Qui retaguent. Enfin, parce que vous faites un résumé en plus? Bah, le résumé, on le pique à l'éditeur. ok. Ouais. Non, quand même. C'est pas un point de vue personnel à chaque fois. C'est pas une critique. Ouais, mais quand même, de mettre en avant le livre. Mhm. Enfin, il y a tout ce Bah, travail-là dans la sélection. En fait, c'est un peu tout l'objectif aussi de Books, c'était de proposer un endroit où tu peux avoir des livres que tu trouves plus, déjà.
parce qu'ils sont pas distribués dans le commerce. Si, ils sont distribués dans le commerce Non. en Suisse, chez Orparter. Oui, À mais, l'époque, il y avait la librairie. oui, de mais justement, Genève. mais à Genève, il y en a plus. Non, à Genève, il n'y en a plus. À Genève, il y a plus. Si tu veux trouver, il y a 2-3 livres que tu trouves chez Payot et machin, mais À L'idée- Nyon, quand même, il y a aussi un bureau. c'est pas Genève. Oui, c'est pas Genève. Et l'idée, c'est en mettant avant des livres, en mettant en avant des livres, on met en avant aussi, la production architecturale, la culture actuelle. Si on a des livres anciens, c'est cool de les mettre en avant aussi. Et c'est cool parce qu'on rencontre aussi la plupart des acteurs de Genève. On Oui. fait des vernissages ici, on a rencontré les membres de la FAS. Enfin, il y a plein d'aspects positifs, en tout cas qui sont pas rémunérateurs en termes d'argent, mais qui sont rémunérateurs en termes de relations. Et c'est un peu le même principe que ce podcast. Si on le fait, c'est par intérêt pour le métier, pour partager et échanger des choses. Et aussi pour nous, c'est un pur plaisir personnel aussi. C'est notre librairie, mais c'est aussi notre bibliothèque. Ouais, ça, c'est la classe. Ouais, ça, c'est bien. Ouais. Personnellement, je suis trop content quand il y a un client qui vient, qui achète un livre et qui est heureux de l'avoir. Mais moi, j'ai toujours un petit pincement au cœur quand il prend avec lui un livre. Les derniers. Parce que il y a toujours un peu la confusion entre ma librairie et ma bibliothèque. Ouais, c'était un truc, on s'est fait avoir une ou deux fois en vendant un livre qui était à nous, parce que ça nous est arrivé, ça aussi. Mais bon. Heureusement pas les miens. Ouais. La version française de Zumthor. Non. Hop là. Non, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient, on dit celle-ci, c'est pas vendre. Ouais, c'est à moi. Mais pourquoi vous avez vendu les livres On n'a pas fait exprès, on a vendu un livre de Christophe. Mais il n'y a pas de prix, vous avez fait un prix au hasard, ouais. Bon, en fait, oui. Non, je crois que même pas. Je sais même plus. Non, c'était un prix public. C'est juste qu'on s'était pas rendu compte que le livre était dédicacé et puis épuisé, en fait. Par qui? Donc, c'était le dernier exemplaire qu'on avait, quoi. C'est quel livre? C'est une connaissance qui lui avait offert un livre. Ouais. Bref. J'avais fait un coup comme ça qui était horrible. On a le Müller von Severen qui est incroyable. Ouais. Et j'ai un ami qui est fan de son design. Et je lui tease le livre et je lui fais des photos, des vidéos. Je lui dis André, vas-y, c'est bon, je te le garde. Il est pour toi, quoi. Je dis à Chris, c'est sûr, j'ai un copain qui le veut, il l'achète, c'est sûr. Enfin, franchement, ça lui fera trop plaisir. Même moi, au pire, je lui offre s'il veut pas. Et ça fait dire, oh, pas de problème. Il revient vers moi 2 minutes après, il fait, ah, par contre, il est épuisé. Ah bon, mais. Il annonce que je l'ai teasé dans le vide. Et j'étais trop gêné. Ouais. Je l'ai cherché sur Amazon après. Pour lui offrir. Ouais. Ouais, mais bon, c'était Trois fois le prix. Ouais. Ah ouais, ça sert à rien. Donc c'est un peu le problème entre... Il y a un peu une sorte de marché du livre un peu chelou d'occasion. Ah ouais, il y a des gens qui en achètent plusieurs quand c'est des éditions rares, enfin où il n'y en a pas eu beaucoup. Mhm. Ils en achètent plusieurs, ils font de la spéculation, quoi. Ouais. C'est Il n'y avait pas un, le PFL qui faisait ça? Si. Ouais, hein. Ok. On le connaît bien qui c'était. Question 6. Question 6. On veut des noms. C'est tellement drôle parce que. Non, mais. Il faisait bien. Hein. Ouais, non, il faisait bien, mais il y avait plein de trucs comme ça. Il faisait des tout magouilles. comme ça. Tout comme ça. C'était pas des magouilles, il a du flair de ouf. Ouais, mais c'est ouf, quoi, parce que c'était tellement d'efforts, mais au final, ça paye. Mais il a monté sa boîte, il est Et bien. ouais, c'est ça. Salutations. Il fait de Son bureau l'import-export. d'archi. Mais ouais, non, c'est drôle, c'est drôle. On s'égare. Question 6. Du coup, c'était un peu la Oula, question... ouais. Non, mais C'est la dernière. Le quiz débile pas rapide. Ouais, c'est la dernière. Sur l'échelle de ton fonctionnement en tant que bureau, allant de 1 à 10, ou travail personnel du coup, ça revient à la première question pour qu'on a commencé le quiz. 1 étant je fais un croquis et on verra bien ce que les équipes vont en faire. Et 10 étant t'achètes les croissants tous les jours pour accueillir les maçons pendant le chantier à 7h tout en arrivant avant pour lancer le café avec une soumission à jour sous le bras fait par toi-même. Et le PV de chantier pré-rempli. Tu te situes où? J'aimerais bien être 10, Ouais. je crois. 10, donc tu fais toutes les casquettes, DA, DT Ou d'été. ou DA. Ah, la question, c'est est-ce que t'es prêt à te déléguer, en fait? Ok, ouais. Non, Non? c'est même pas ça, non, c'est est-ce que tu peux Sinon, déléguer on en étant retravaille hyper la investi? question. Non, tu peux Retravailler la déléguer question. en étant hyper investi. Non, je pense que la question, c'est est-ce que t'es genre, tu fais un croquis un peu nonchalamment et tu le donnes et puis de toute façon, c'est ton histoire. Ou tu contrôles jusqu'au café de l'ouvrier. Ouais, ou c'est aussi quel est Ouais. ton rêve en tant que fonctionnement. C'est-à-dire, est-ce que Ouais, tu veux faire que de l'avant-projet Ouais. et tu sais que tu as une équipe que tu peux compter dessus, qui vont travailler, de toute façon, tu as toujours un œil dessus. Ils peuvent même aller jusqu'à la DT, ton équipe. Et 10, c'est tu lâches rien, tu fais tout toi-même.
Donc le 1, c'est comme dans le film... The Competition. J'ai The hésité Competition. pour ce podcast qu'on se retrouve à plusieurs entre amis et puis le projeter pour le regarder ensemble et faire un react. Mais il faut le demander, tout ça. Ah ouais. Ouais. Ah. Ils l'ont pas. Ouais. Faire une demande spéciale pour diffusion. Donc, Mais c'était un peu ça, ouais. Ouais. Je veux pas des trous, des grands trous, des petits trous. Je veux des trous avec la taille du projet. Moi, je vais manger une pizza. Je pense qu'on espère tous le 10, non? Je crois. 10. 10? Donc tu Je ferais dirais. tout, de A à Z. Bah non, enfin, t'es obligé de... Après, le truc, c'est que moi, j'ai pas un bureau avec des employés, quoi. C'est à vous que je devrais poser cette C'est question. peut-être pas encore eu un employé comme Olivia, Ouais, quoi. Voilà. Ah, on délègue tout. Ok, alors on Mais dit. c'est à vous que je devrais poser cette question, parce que vous Ah, mais êtes c'est 3. quel est ton idéal? Quand tu collabores, t'aimes bien tout faire, t'aimes bien partager, t'aimes bien déléguer. Mais je pense que c'est lié aussi à la manière de faire du projet, non? Ou la Parce taille que- du projet, peut-être. Ouais. Moi, en tout cas, personnellement, c'est mon avis, mais moi, si je peux être à 1 plus tard, je serais trop heureux. Si je pourrais faire que de l'avant-projet et arrêter de faire des soumissions et du suivi de chantier, je sais que j'ai des gens qui le font pour moi de manière cool Mhm, et que je peux juste checker ce qu'ils font, mais j'ai la confiance en eux, je serais content. mhm. Pour l'instant, je suis plutôt le 10 de toi. Je fais ta DT, quoi. C'est arrivé une fois. Ouais, c'était bien. Ouais. Ah, ça nécessite de développer, je pense, non? Ouais, mais de 1 à 10, quoi. Déjà, un 10, c'est De 1 à suffisant. 10. Ok. 5. 5. La réponse. C'est vrai qu'on avait des réponses soit 1, soit 10 jusqu'à maintenant, et là, c'est la seule où on est un peu... Non, C'est quoi, c'est format où t'as réfléchi, ou c'est... Non, mais elles sont pas faciles, ces questions, non? Bah, c'est le principe d'un quiz débile. Non, je pense qu'il y a une sorte de fantasme, en tout cas. Alors, je sais pas si c'est possible, hein, mais que le projet est dans son ADN tellement tout. C'est une sorte de comment dire, d'être autonome, quoi. ouais, d'une sorte de. Enfin, finalement, c'est de prendre ces fameuses décisions qui sont tellement logiques qu'à un moment donné, le projet se fait presque tout seul, non? Et il y a ce truc où ce fantasme où un projet a cette capacité où tu peux juste donner un dessin. Là, je parle en fantasme, hein, mais c'est un dessin à un maçon, et lui, il a juste des briques et une truelle, et il peut le faire. Et enfin, pour moi, ça, c'est l'idéal. C'est si on peut faire des projets comme ça. Mais il y a un petit côté dans cet idéal de projet où t'espères. Ça serait cool peut-être qu'on parle de Lugano, si t'es d'accord. Ouais. Parce qu'il y a un petit côté du genre, est-ce que l'entreprise, on peut se poser sur elle et elle va donner les résultats? On va parler d'un projet donc, que t'as fait en collaboration avec Mathilde. T'as un truc à rajouter, Christophe? Ouais, pour moi, d'expérience, un chantier, ça se passe jamais comme tu veux. Mm. Et personnellement, moi, je préfère que les erreurs viennent de moi plutôt que de quelqu'un d'autre sur qui je comptais. Parce que sinon, ça me rongerait, en fait, de pas avoir, de pas avoir pu. Moi, je préfère être un despotique qu'un 10 maniaque. Mais Christophe, t'as aussi une façon. C'est vrai, mais c'est pour ça qu'aussi on est complémentaires. C'est parce qu'on est un peu différents. On a tendance à gérer. Parce que vous êtes à combien? Entre nous-mêmes, Ouais. on est 1, parce que je me fais un dessin moi-même et je le fais moi-même. Je veux dire, dans le Ouais, sens 10 en où- même temps. Voilà, c'est ça. Ouais. Et, Mais dans le bureau, parce que vous êtes 3. Oui, on se partage beaucoup les projets. Ouais. On a chacun notre projet, on essaie de développer... on fait l'avant-projet ensemble. Ça, c'est pour le coup, c'est... Donc, à un moment ou à un autre, 2 sur 3 seront à 1. On fera un schéma au bord d'une table, on fait un truc à 3 et l'autre, il va dessiner, réfléchir, faire les rendez-vous, les soumissions, etc. Et voilà. Et du coup, on a ces deux rôles, en fait, dans le bureau. Donc, c'est des fois frustrant, parce que des fois, on se dit, fais chier, c'est moi qui vais me taper le boulot. Mais sur peut-être tous les autres projets, on a cette attitude-là où on arrive, on prend un papier de calque, on se pose autour de la table, on discute, on fait des coupes, des machins, des trucs. Et puis voilà, on dit, allez. Et Ouais. voilà. C'est Donc un- on se c'est un met peu ça. d'accord, faut qu'on se mette d'accord sur le projet, et puis après le projet se déroule normalement. C'est mieux aussi d'avoir un seul interlocuteur pour les maîtres d'ouvrage. Ouais.
c'est plus simple d'avoir une personne de référence. Et aussi pour nous, parce qu'on s'est rendu compte que quand on essaie de mixer, on se perdait dans les responsabilités du projet. Donc ça, c'était important pour nous de quand même fixer à chaque fois une personne en charge du projet. Et l'autre point, c'est quand même si le projet, il y a un moment donné où ça fonctionne pas sur le chantier, tout ça, on se revoit, enfin on discute quand même, je pense, de manière assez quotidienne de tous les projets, de toute façon, sur l'évolution. Mais quand il y a des décisions à prendre, est-ce que vous attendez les 3 d'accord pour prendre une décision ou 2 contre 1, ça... 2 contre 1, c'est rare parce qu'on n'aime pas quand il y en a un qui est pas content. Du coup, toujours vous trouvez la solution qui satisfait. En fait, c'est souvent une autre solution. Ouais. Souvent, il y en a un des 3 qui dit ça, puis on est là genre, ah ouais. Et ce moment-là, il est hyper chiant parce qu'on comprend qu'il va falloir qu'on passe beaucoup plus de temps à contourner la question, à essayer de trouver une autre solution, etc. Mais finalement, c'est presque toujours pour le mieux, en fait. Et ça, c'est chouette qu'on ait réussi à mettre en place ça, quoi. On a presque tout le temps réussi à trouver une solution qui nous satisfaisait les 3. Ouais. Et quand c'est pas le cas, c'est soit c'est une décision qui doit se faire sur le chantier, parce que on n'a pas le temps de faire un conciliabule à 3 et de réfléchir à un truc. Ouais, mais ça, c'est des questions pas importantes. Non. Bon, des fois, il y a des conséquences importantes à certaines décisions. Ouais, bon, mais c'est le projet, voilà, c'est comme ça. Mais voilà, là, on a beaucoup appris aussi, de notre côté, parce qu'on devait apprendre à déléguer, tout bêtement. Et ce qui fait que moi, ça m'a beaucoup appris aussi parce que les 3, on avait les mêmes niveaux de responsabilité, le même niveau de culture, entre guillemets, et de capacité, parce que on s'est fait en même temps, on a travaillé en même temps, on a évolué en même temps. Et du coup, travailler avec quelqu'un qui n'est pas de notre âge, culture, milieu, etc., voilà, ça nous apprend beaucoup aussi à partager les choses différemment, à aussi faire confiance, parce que et même, voilà, on est les 3, c'est nos projets. Et puis des fois, déléguer quelque chose et voir que ça se passe bien et que ça roule. Donc ça fait du bien. Et puis je pense qu'on apprend beaucoup aussi. Je pensais pas qu'il y avait autant de travail, tu vois. J'aurais découvert quelque chose sur moi. Bon, toi, t'as eu besoin de 4 heures, non? La fausse barre, c'était long à faire. Je vous en prie, continuez. On parlait du temps maquillage de Chris. Et de la casquette d'Adrien. On est désolé en tout cas du lag. On est de retour sur Associated Talks. Navré pour cette interruption, problème technique. Michael et Loris vont revenir. On avait plus de batterie, ça c'est bugué. On va continuer. Sinon on fait partie 2. C'est reparti là? Partie 1 c'est bon, partie 2. Ah, ça fait 3 minutes là. On aurait dû faire une vraie entracte en fait. On aurait dû vraiment faire une vraie pause. J'avoue. Maintenant, avec un rideau, faudrait installer. Ça marche? Nous sur l'iPad ça fonctionne pas, mais toi pas vraiment. Ok. Champagne. Champomy. Bon, on présente nos excuses à tous nos fans. À tous les talkies. Toi, t'as un peu fait de la pub au Japon pour Ouais, Talks. j'ai essayé de ramener le maximum de talkies. Direct, partie 2, ça attaque. Allez. Merci. Donc là, il y a 3 talkies. Ok. Est-ce que tu voudrais dire bonjour à tes fans japonais? C'est là? Ouais. C'est laquelle? La tienne, c'est celle-là, mec. Ah oui. Un petit mot. Bonjour. Ok. Donc tu Un parles petit, pas japonais. Purée, ça me rappelle la fois où on était à l'EPFL et il y a Go Azegawa qui est entré dans l'atelier et il vient vers toi et vous commencez à vous faire des petites courbettes pendant une demi-heure. Je suis désolé, c'est hyper rapide. Mais non, mais c'était trop protocolaire, c'était fou, j'avais jamais vu ça. Ça devait être beau aussi de voir ça. Ouais. C'était trop bien, ils avaient l'air d'être hyper potes. Ben, c'était mon prof, Mendrisio. Ouais, mais vous avez l'air d'avoir une relation amicale. Ouais. Bah, ça s'était assez mal passé le semestre, malheureusement. Ah. Sur la fin. Et je crois que du coup, j'ai essayé de me rattraper en étant amical, quoi.
pour avoir gardé un bon contact. Ouais. Mais non, il était super sympa. Il avait l'air super sympa, ouais. On a fait un voyage à Berlin avec lui. Cool. On a fait, Vous allez voir des trucs spéciaux à Berlin spécifiques? Ou Euh, vous êtes allé voir Chipperfield, Non, on faisait un projet sur Berlin. Le site, c'était Berlin. C'est grand Berlin comme site. Et c'est grand, c'était des grands sites d'ailleurs. Et en fait, l'exercice c'était de repenser la typologie qui a été en se basant sur le livre de Aldo Rossi. Il parle des 4 typologies, enfin 3 typologies entre le Siedlung, le bloc, la villa. Ok. Bref. Et il fallait en fait faire un projet qui re-questionne cette notion de typologie. Ok. Mais c'était intéressant parce que c'est, je pense, une manière de penser très japonaise, une sorte de... qu'il apportait, et on a vu la difficulté des étudiants à... En fait, j'ai pu voir la grande différence entre l'éducation qu'on fait en Suisse et celle qu'attend un architecte japonais comme lui. Et il y a eu vraiment des difficultés que les étudiants ont eu du mal à vraiment comprendre, en fait. Pas communiquer véritablement, mais à comprendre qu'est-ce qu'ils voulaient qu'on fasse. Mais je pense, en soi, c'est le semestre, je pense, où j'ai le plus appris. Mais c'est vrai que le projet était pas terrible. Enfin, j'ai oublié de l'admettre. Mais ouais, non, il était sympa. Ouais. C'est qu'il était venu à l'EPFL faire une conférence. Ouais. Donc on a eu la preuve. De toute façon, là, tu parlais quand même très bien japonais. Ouais, j'ai du mal à parler japonais de manière polie. Parce qu'au Japon, il y a des degrés de politesse. Enfin, en japonais, il y a des degrés de politesse tellement compliqués, tellement... Protocolaire. Ouais, en fait, en gros, le vouvoiement, si tu veux, l'équivalent du vouvoiement, il a différentes couches. Donc, tu peux rajouter des terminaisons quasiment à l'infini, plus tu veux être poli. Okay. Et en fait, ça, c'est quasiment... La langue change quasiment, en fait, d'une certaine manière. Et du coup, moi, je sais parler comme je sais parler à ma mère. Enfin, c'est comme ça que je l'ai appris. Mais du coup, j'ai du mal à parler avec la forme polie, en fait. Donc, quand je rencontre quelqu'un au Japon, j'arrive à lui parler comme si c'était ma mère. mais pas... c'est pas juste. Bah oui, mais tu peux être poli et familier, tu vois. Il y a ce truc-là aussi. Enfin, c'est... Bref. Ah ouais. On est là pour... Donc, t'appelles tout le monde maman. Voilà. Donc, c'est assez gênant. C'est le pire familier dans le coup. Goa Segawa, il a été étonné d'ailleurs, je crois. Il a mal pris. Parce que sa conférence de Difficult Double, c'était Difficult Double. Ouais. Elle était chouette. C'était bien. Elle est en ligne sur YouTube. Ah ouais, je Il me pense. semble, ouais. Bah, expliquons ce que c'est Difficult Double. Ah ouais, Difficult Double, c'était une série de conférences organisées par Gears où il mettait un peu dans le jus ses intervenants, parce qu'au lieu de leur dire venez faire une conférence, parler de vous ou d'un projet, il vous donne un double difficile. Ce double difficile, généralement, il vient un peu... Comment on dit tackle? Je suis désolé de faire cette phrase. Comment on dit In a weird way, tu peux dire Negotiate. ouais, mais ça vient chercher un peu... Ouais, ça vient chercher un peu... Ça vient bousculer un peu quelque chose en toi que t'assumes pas forcément. Ouais. Comme par exemple, il avait fait venir Kreste Kantenbein, il leur avait dit votre difficult double c'est Paul Sig, et puis il était un peu du genre comment tu sais que j'ai fait mon master sur Paul Sig, comment tu sais que ça m'a obsédé pendant tant d'années. Et c'était assez chouette parce que ça mettait un peu en difficulté les intervenants, et ça montrait aussi quel est notre rapport à comment on s'est construit, à nos références. Je trouvais ça chouette. Je l'ai compris comme ça. Moi, je sais pas si vous l'avez compris différemment. Ouais. Mais c'est il devait se mettre en parallèle avec un architecte. C'est que c'est toujours en parallèle, en fait, quoi qu'on fasse. Oui. C'est ça qui... Mais il venait choisir le parallèle qui t'embêtait un petit peu. Ce serait lequel qui t'embêterait, toi? Qui m'embêterait ou qui me ferait plaisir? Ouais, non, qui te fait plaisir. Ouais. C'est cool. Mais qui te fait plaisir, elle est pas drôle la question. Non, mais c'est cool aussi de voir les références que tu as construites avec le temps et que tu aimerais déconstruire, ou des livres que tu aimerais... Des maîtres que tu aimerais couper l'herbe sous le pied ou que tu aimerais garder. Qui te revient, une image. Donc, c'est en gros quel est l'architecte que j'aimerais être le plus dans la lignée, non? Non, la question, je pense que c'était pas ça justement. C'était quel architecte sur lequel tu fais le plus de références, sans forcément en avoir envie, ou c'est un peu genre
qui revient, mais t'arrives pas à... Est-ce que t'as une référence consciente T'arrives pas à t'en défaire. Ouais. Celui que t'assumes pas vraiment. Non, Ah, le mais guilty pleasure. Le guilty pleasure, vas-y. Guilty pleasure, vas-y, on commence par ça. Frank Gehry, encore une fois. Ah, mais moi j'assume. Ouais, moi j'assume aussi, mais dans le sens où j'adorerais faire ce qu'il a fait, quoi. Au quiz débile, t'as dit 10, donc tu c'est vrai. assumes en fait. Ouais. Mais je pense qu'on rêve tous de ça, non? Ouais. Ah ouais. Cette sorte de Mais est-ce qu'on rêve de faire joie une et carrière de là-dessus? liberté. Ah, moi j'adorerais. Mais après, lui, il était dans un contexte spécifique aux États-Unis, mais la joie qu'il a. C'est surtout moi la joie plus que la liberté, je crois, qui me fascine chez lui. Moi j'ai l'impression qu'il a perdu en liberté. Vous l'avez déjà vu sourire Moi, j'ai vu faire un dos d'honneur, mais à part ça... Mais dans le film The Competition, il sourit, non? Pas sûr. Hein. Ouais, il fait un nuage, quoi, au-dessus d'un... Mais à nouveau, est-ce qu'il s'est pas enfermé? C'est pas le problème de ce genre de... Ouais, c'est ça, voilà. je voulais dire. Ouais. Il s'est enfermé dans une à nouveau dans un mimique, dans une auto-caricature, quoi. Bah ça je sais pas, mais En se disant, c'est ce qu'on attend de moi, c'est pour ça qu'on vient me chercher, je fais ça. vous vous souvenez quand on était en deuxième année d'archi, on a eu Jacques Lucan comme professeur de théorie, et pendant un de ses cours, il avait dit un architecte sans obsession ne sera jamais un architecte connu. Et j'ai l'impression qu'à un moment donné, Gehry, il était beaucoup plus libre en début de carrière, il a fait des choses beaucoup plus variées, donc la villa à Venice Beach, la Barne, des choses comme ça. Même sa baraque, hein. Sa baraque à lui, hein. Ouais, et puis après, il a commencé un de ses premiers projets européens, c'était à Vitra. Mhm. Et puis il a commencé à rentrer petit à petit dans une forme d'expression. Et après, il n'en est plus tellement sorti. Et finalement, il a fait des projets qui étaient bien quand il s'est découvert son obsession ou sa patte. Puis après, ça n'a pas marché sur tous les projets, forcément. Mais il y a un projet c'est mon pour avis lequel, personnel. mais il y a un projet pour lequel j'ai l'impression qu'il a essayé de se détacher. C'est celui dans le sud de la France, comment il s'appelle? C'est Arles. Il a essayé de s'en détacher, mais en fait, c'est... Bon, après, ça, c'est des points de vue personnels. Mais oui, mais on est là pour parler de... Ouais. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que... On est en train d'écrire un livre. Ouais, mais je veux dire... On est notre avis. Ouais, c'est notre avis, mais ça n'engage que nous. Que notre avis, vu Ouais. que c'est que nous qui parlons, ça va. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que... est-ce qu'il a autant eu liberté d'expression que ça à la fin? Est-ce qu'il s'est pas... Comme dirait Mick, moi je rejoins Michael sur... Est-ce qu'il s'est pas un peu enfermé en fin de carrière quand il vient proposer il a fait le truc de Paris, là? Ouais, bon... Quoi, ça, c'est... LVMH? Mais Ouais. c'est... À nouveau, la Fondation Louis Vuitton, c'est une caricature, presque. Mais je trouve que... C'est une caricature sans vouloir faire ce qu'il avait fait, parce qu'il a justement pas fait Bilbao, il a pas fait... Bilbao, c'est incroyable pour Oui. moi. Mais à nouveau, c'est sur ça c'est ça la vue qu'on a de Gehry, finalement. C'est un peu, pour moi, un des pinacles de sa carrière, c'est Bilbao, pour moi. Mais Ouais. j'ai l'impression que tous ceux qui ont marqué l'architecture, comme Gehry par exemple, ont fait leur chef-d'œuvre au début au début de Mais leur Bilbao, carrière. c'est pas le début de sa Ouais, carrière. Bilbao, c'est la première expression réussie de... Piano et Rogers, leur meilleure œuvre, c'est quand même Pompidou. Bah, je suis pas C'est la d'accord. Team 10. C'était tout le début. Mais je suis pas d'accord, parce qu'il y a des trucs que Piano fait encore aujourd'hui qui sont fantastiques. Mieux que Fondation Pompidou. Bayeler, c'est C'est très beau. Ouais. Mieux que Pompidou. Bah, franchement, Fondation Bayeler, Non. ça fait partie Mais- moi, de mes top 10. Guilty pleasure, Gehry, moi j'assume. Donc, du coup, C'est notre Katy Perry à nous. Coldplay. You gonna hear me, Gehry. Non, c'est trop bien. Et maintenant, moi je voulais te poser la question, c'est ce que je revenais au début, c'est quand on se forme en tant qu'architecte, en tout cas, moi j'ai pas eu autant de livres que toi, peut-être j'étais pas autant intéressé que toi en archi, mais j'ai l'impression que c'est un peu, alors, j'arrête avec le Japon, mais c'est un peu genre un Gundam, tu vois. Genre, tu crées une sorte de bouclier avec des références qui t'ont marqué, où tu as trop envie de leur ressembler, tu Ouais. trouves que les théories elles sont folles. Et je sais pas, tu vas prendre un peu de Le Corbusier parce qu'on t'a rabâché dessus, un peu de Colas quand t'as compris, ou quand t'as pas compris. Et puis tu te fais un peu un bouclier, c'est un peu tes références, ces trucs comme ça. Et elles te restent un peu en tête parce que tu les as vraiment étudiées, c'est celles sur les bouquins sur lesquels t'as accroché, ou les gens un peu que t'as admirés. Toi, t'arrives à définir un peu ton trio de têtes sur lequel tu peux ne plus être d'accord maintenant, mais qui t'a beaucoup marqué pendant tes études. Alors, moi, le livre qui m'a le plus marqué, je pense que vous l'avez pas d'ailleurs, c'est Pattern Language de Christopher Alexander. Vous voyez ou pas? Mais ça, c'est assez récent. Non, c'est 1977. Non, mais je dis ce qui t'a marqué. Ah, C'est parce que c'est pas une recherche que t'avais fait pour.
C'était Le en PFL? 3e année que j'ai découvert. Ah, tu l'avais déjà découvert en 3e Ouais. année? Tu m'en avais parlé récemment pour Ouais. le PFL, non? Ouais. Tu avais donné un cours là-dessus. Ouais, exactement. Ok. Non, Pattern Language, parce que je pense qu'il fait quelque chose. Enfin, il a essayé de faire quelque chose. C'est une sorte d'œuvre. Ça qui est fascinant, c'est que c'est un peu incomplet et c'est une sorte. Ouais, il a essayé de faire quelque chose. C'est pas que c'est une œuvre terminée, mais il a essayé de définir l'architecture à travers en fait une sorte de ensemble qui définissent une sorte d'expérience. Et puis pourquoi certaines expériences spatiales, par exemple, vont générer de la vie et d'autres non. Et puis en fait, il essaye de mettre en relation en fait tous les aspects qui se rentrent en question quand on fait de l'architecture, on expérimente de l'architecture. Et je trouve que quelque part, d'autant plus dans la société d'aujourd'hui où l'image par rapport à Instagram ou par rapport aux médias a pris une sorte d'importance. C'est quasiment plus que de l'image, non, aujourd'hui, qu'on fait. Je trouve que dans cette sorte de milieu, enfin dans cette sorte de période dans laquelle on est, je trouve que c'est d'autant plus important de réfléchir à la question de l'architecture à travers l'ensemble des, disons, mécanismes qui rentrent en jeu, non? Une sorte de synthèse, de réussir à faire une sorte de synthèse de tout. Ça veut dire qu'on doit prendre en compte la question, par exemple, quand on parle d'une fenêtre, on va pas parler juste du dessin de la fenêtre, on va parler de son détail, on va parler de l'espace qu'elle génère à l'intérieur, de la lumière, de la rue, de la relation entre l'utilisateur de l'espace et quelqu'un qui marche dans la rue à travers la fenêtre. Donc on parle du climat, on parle de énormément de trucs. Et lui, il a essayé de faire en fait une sorte de faire une sorte de dictionnaire de quels abouti. Ouais, exactement. Ouvert en fait, une sorte d'encyclopédie ouverte à toutes les échelles. Hein. Il parle du territoire jusqu'au détail constructif. Et d'un coup, tout ça rentre en une sorte de résonance. Et je trouve qu'il a créé une sorte de nuage qui, je crois, j'ai l'impression, en tout cas, assez personnel, offre une sorte d'ouverture sur qu'est-ce que peut être l'architecture de demain, en fait, où on n'est pas uniquement sur une question d'objets ou d'images ou de vendre toujours cette sorte d'image du projet. Et puis, donc, voilà. C'est quoi? C'est déjà la question, c'était s'il y avait un go-to livre. C'est hyper intéressant. Si tu lui redonnes la référence. Alors, Pattern Language de Christopher Alexander. Okay. Et en fait, c'est quelqu'un qui a inspiré énormément. Là, je le vois, vous l'avez dans la librairie, mais qui a inspiré énormément Atelier Bauhaus de Tokyo. Qui eux ont un peu continué cette sorte de pensée. Et puis ils ont fait d'ailleurs le livre Window Behaviorology, qui existe que en japonais, je crois. Mais qui est une sorte ils ont pas fait un tour du monde, et ils ont fait des relevés de fenêtres à travers des thèmes. Donc, et puis en fait, ils ont toujours fait, c'est toujours sur une double page. Il y a une photo, une axonométrie avec les mesures, un texte qui explique une sorte d'ensemble de documents qui essaient de retranscrire l'expérience, ou disons qu'est-ce que c'est cette fenêtre. Et ils ont fait ça dans le monde entier, en fait. Par exemple, et en fait ils ont creusé un peu chaque thème que Christopher Alexander a pu mettre en avant, parce que par exemple lui dans son livre Pattern Language, il a justement un des patterns qui est Window Place, il s'appelle, qui est en fait donc Window Place littéralement en français, donc l'endroit de la fenêtre et où il parle en fait de toute la complexité et la beauté et le plaisir et la vie en fait que peut générer une fenêtre, et que c'est pas juste une question pour la fenêtre, mais c'est une question de la vie qui est générée par cette fenêtre. Donc bref, voilà, donc Pattern Language de Christopher Alexander. Ça a l'air cool. Ça a l'air cool. En vrai, ça a l'air cool. Je suis chaud de regarder. La question de base, c'était quoi? À la base, je lui ai dit 3. Le premier a pris la réponse de 3. J'ai l'impression que le premier, il avait la réponse. C'est vraiment le livre qui t'a le plus marqué. Ouais, en tout cas, c'est un livre en plus, c'est un livre parfait pour. Il peut traîner aux toilettes, par exemple. Et puis tu peux lire de temps en temps. Exactement, tu peux l'ouvrir n'importe où et tu vas apprendre un truc. Et c'est fait avec énormément de passion, d'humour et de poésie, en fait. Et c'est ça qui crée l'ouverture, en fait. En fait, si on écoute uniquement la première
compréhension, disons la première couche de ce qu'il essaie de faire, je pense que c'est un livre qui peut avoir un côté un peu dangereux parce qu'il essaie de donner une sorte de réponse divine et puis une sorte de comme si c'était il y a plus que cette manière-là à faire, c'est très dogmatique en fait, mais si tu lis si tu passes à travers cette sorte de première lecture, je pense que l'ouverture qu'il propose elle est extrêmement riche et en fait réjouissante Du coup, pour le ce futur. livre qui t'a marqué en 3e année, il reste une valeur assez forte. Ouais, complètement. Qui est toujours, puisque on en avait parlé quand tu donnais un cours à l'EPFL. Exact. Et, t'en as 2 autres ou celui-là il a déjà c'est suffisant? C'est le seul que je... En fait, tu veux pas lui couper l'herbe sous le pied, tu l'as et tu le gardes. Ah ouais. Il n'y a pas de figure que t'as envie d'enlever du piédestal. Non, pas du tout. Ok. Pas du tout. J'aimerais un jour atteindre en fait l'espèce de... Enfin, j'aimerais un jour pouvoir, entre guillemets, réussir à être au niveau de ce qu'il essaie de faire en fait, d'une certaine manière. Ok. Et après, c'est intéressant parce que quand on voit ses projets à lui, c'est au premier abord c'est aussi pas terrible quoi. Il y a une sorte de, c'est hyper maniéré, c'est un peu très postmoderne avec beaucoup d'ornements et puis c'est pas toujours très beau, mais en fait dès qu'on essaie je pense que si on gratte un peu toute cette couche, typiquement il a fait une école au Japon. Alors vraiment c'est dommage qu'on n'ait pas de photos, mais il a fait des façades un peu peintes, c'est un peu enfantin comme architecture, mais si tu passes à travers cette première lecture, en fait il a fait une école. L'essence du projet, c'est d'avoir fait une école comme un village. Donc au Japon, en fait, dans les années 80, je crois, dans lequel il a fait l'école, c'était principalement des écoles, des énormes bâtiments dans lesquels t'as une entrée. Une fois que t'es dans l'école, c'est très fonctionnel, il y a des couloirs, des salles de classe, et il n'y a pas vraiment de place pour la vie. Et lui, il a fait une école en forme de village où en fait, il a éclaté tout le programme, et chaque classe, c'est une sorte de maisonnette. En fait, il a multiplié les seuils. Donc, je me réjouis de regarder ce projet, mais quand t'en parles, même si je le connais pas, ça me fait penser un peu au projet à Aldo Van Eyck, d'une certaine manière. Même si lui, il est très basé sur la croissance, mais il a fait des petites maisonnettes. On a un livre de Aldo Van Eyck dans la bibliothèque, le livre bleu là, qui est super beau, où on voit il y a toute la place du jeu de l'enfant aussi. Mais je sais pas à quoi ça se ressemble, mais j'ai l'impression que ça a l'air d'être lié à une époque aussi où il y a une question de l'échelle humaine qui est apparue. Qui est une fausse question, mais qu'ils ont décidé de mettre ce mot. Non, mais je veux dire, l'échelle humaine, en soi, ça voulait rien dire. Mais je pense qu'on sortait un peu de la notion d'échelle mécanique, grand bâtiment, ensemble. Tout doit être dedans, tout doit être géré, tous les flux, etc. Tu vois. Et essayer de se détacher un peu de cette vision moderniste. Mais quand tu parles de ça, ça me fait rebondir, ça me fait penser à la discussion qu'on avait eue quand on s'était vu un petit peu pour le podcast, où genre il y avait une sorte de vision de ce que tu aimerais voir comme évolution du zeitgeist, c'était dans l'art and craft. Et ça me fait penser à ce que tu disais. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça. C'est pas à Christophe de poser la question. Moi, je pensais que Zeitgeist, c'était une question de Christophe. Ouais. Ok. Ok, alors j'y vais. Adrien, pour toi, est-ce que tu arriverais à définir un zeitgeist du moment ou plusieurs zeitgeists du moment? La première question et la deuxième question, c'est comment est-ce que tu voudrais le voir évoluer, ce zeitgeist? Mais moi, j'ai jamais vraiment, je crois, été sûr de comprendre ce que tu entendais par zeitgeist. Zeitgeist, traduit en français, c'est l'esprit du temps. Je pense qu'il était... on arrive beaucoup mieux à le définir a posteriori. Donc c'est les théoriciens et les historiens qui arrivent à le définir. On arrive quand même à savoir quel était le zeitgeist de la Renaissance, à un certain endroit, une certaine période, la période moderne, postmoderne, etc. C'est toujours beaucoup plus compliqué de la définir dans la période dans laquelle on vit, et peut-être encore plus dans la période actuelle, parce que ça va un peu dans toutes les directions. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a des tendances qui se dégagent, et je voulais savoir ce que toi t'en pensais. Donc c'est par exemple au début du XXe siècle, du genre modernisme, structure domino. Enfin, je pense que c'est une question béton armé, de prisme à laquelle on se raccroche. Donc que ce soit des prismes sociologiques, technologiques, constructifs. En fait, c'est
Non, mais je comprends. Ouais. Moi, je pense qu'il y a quand même deux aspects. C'est pas aussi universel que ça. C'est-à-dire que Lucan, la leçon inaugurale, comme on dit, la dernière Leçon d'honneur. leçon d'honneur qu'il a fait, c'est le travail il a dit en tant que théoricien, on doit faire ce job-là. Il s'est tenté à le faire. Ouais. On est d'accord ou pas avec lui sur sa vision. Après, il est pas allé trop loin, mais il est allé jusqu'à Herzog de Meuron, des choses comme ça. C'est un de ses derniers livres d'ailleurs, qui est basé sur la leçon d'honneur. C'est un choix personnel, c'est une vision personnelle, le Zeitgeist. Et par exemple, on parlait avant de Frank Gehry, mais par exemple de Zaha Hadid, elle est liée à sa vision du Zeitgeist, c'est-à-dire qu'il y avait cette complexité dans la physique, les mathématiques, elle a décidé de faire cette chose-là. Je pense que c'est pas question universelle. Il y a des grands mouvements, mais il y a aussi des mouvements qui sont plus liés à la personne aussi. Je pense pas qu'il y a de vérité. Je veux dire, la réponse, elle est pas forcément universelle. T'as le droit de dire ce que c'est pour toi. Surtout quoi, c'est les historiens en soi qui vont C'est les définir. théoriciens, ouais. Ou les théoriciens, ouais. Mais on peut se... Qu'est-ce qu'on aimerait que ça soit, c'est ça un peu. C'est ça. Ouais. On tue. Bonsoir. Ouais, moi, j'aimerais que ça soit. En tout cas, je trouve qu'il y a un intérêt. On pourrait parler de l'écologie, par exemple, qui est aujourd'hui un peu impossible de ne pas faire dans chaque concours qu'on rend, s'il n'y a pas une question traitée d'écologie, d'économie de matériaux, d'économie de ressources. On gagne pas. Enfin, c'est quasiment pas un possible. cahier des charges. C'est un cahier des charges. Politique. Mais est-ce que c'est devenu le Zeitgeist ou c'est pas devenu finalement juste une contrainte? Enfin, pas une contrainte dans le sens juste une donnée. C'est une donnée maintenant. Parce que si c'était un Zeitgeist, ça veut dire que ça en produirait de l'architecture qui est clairement issue de cette donnée-là. Moi, c'est ce que je pense. Mais ça veut dire que du coup, ad vitam aeternam, enfin, à partir de maintenant, l'architecture est modifiée pour ce qui va suivre. Donc on aura apporté une c'est solution. changeant le monde. Oui, mais je veux dire, si on a toujours eu un problème de ressources, de ce genre de choses, si le Zeitgeist c'est l'utilisation des ressources de manière plus vertueuse, en soi, Ouais, mais pour moi, le Zeitgeist, c'est pas force. Enfin, pour moi, hein. Mais du coup, je t'ai enlevé ta réponse. Vas-y. Pour moi, la contrainte de l'écologie ou des matériaux, elle crée un mouvement architectural qui est lié à l'esthétique des matériaux et de l'économie of means. Par exemple, typiquement, Jean-Luc Torrent, pour moi, il a déjà eu le Zeitgeist du moment il y a 10 ans, quoi. Enfin, je veux dire, ce qu'il faisait, c'est simplement l'esthétique des matériaux dénudés, juste accepter de faire moins et de révéler plus. Mais il a plein. Je trouve qu'il y avait une nouvelle esthétique qui apparaît. Par exemple, si on a la chance de recevoir Phase, elles ont une esthétique du matériau. Mais c'est pas du tout la même approche que Berkator. Non, pas du tout. Pas du tout. Et J'ai pas dit que c'était les mêmes, mais Okay. j'ai juste dit que peut-être l'approche et l'esthétique du bâtiment, elle va définir un Zeitgeist et une façon de penser qui vient d'une contrainte écologique. Pour moi, c'est ça. Mais Qui peut est-ce qu'on créer n'est des pas mouvements. plus du coup en train de vivre ce qu'on a vécu par exemple à la deuxième révolution industrielle dans la façon de concevoir l'habitat plutôt qu'un Zeitgeist? Parce que Zeitgeist, j'ai l'impression que c'est des éléments qui sont plus courts dans le temps. J'ai l'impression qu'on est plus en train de vivre une révolution industrielle entre guillemets qui va modifier complètement et radicalement la façon dont on perçoit et on construit l'architecture. Et le Zeitgeist, ça nous accompagne juste à certains moments, à certains endroits, pour matérialiser ce changement-là, mais qui va évoluer et qui n'est pas forcément... Que la base, c'est pas l'économie of means. Je pense qu'on est 4 à pas comprendre Zeitgeist de la même manière, mais je pense que t'as aussi raison. Mais pour moi, le Zeitgeist, c'était plus une question de... Moi, si je peux me permettre, physique. toi, dans ce que t'as comme référence de livre en 3e année, de ce que t'as fait à Lugano, ton expérience, t'as une approche un peu de l'entreprise. Faut trouver la bonne qui... Je lui donne un dessin et elle va le révéler. Une beauté d'artisanat et de savoir-faire qui va faire que le projet il va vivre à travers quelqu'un d'autre, un artisan qui va être balèze et qui va sublimer le truc. Un peu. Non, c'est pas tout à fait ce que je voulais dire. Je pense que bien sûr, tu peux pas laisser faire
Et je crois que le projet, en fait, doit avoir dans une sorte de clarté dans la conception même, hein, dans son ADN de base, une sorte de chose où il n'y a pas besoin de revenir toujours dire à l'artisan. Pour moi, c'est aussi une question d'économie of means, économie de moyens. C'est que si l'artisan, il n'y a pas besoin de lui redire tous les matins ce qu'il doit faire aujourd'hui. Enfin, pour moi, c'est le type de projet que j'aimerais pouvoir faire, dans le sens où, mais c'est pas pour autant que c'est l'artisan qui doit prendre des décisions, enfin, je veux dire des décisions architecturales en tout cas. Il peut bien sûr prendre des décisions, enfin, ou proposer des choses techniques mais c'est pas une question de vouloir. Je crois que en tant qu'architecte, on est responsable aussi du fait. On peut pas redonner la responsabilité à l'artisan. Je pense que c'est ce que font sans vouloir utiliser le mot, mais mauvais architectes. Parce que si on voit des architectes de régie, par exemple, sans vouloir... Je peux plus rebondir. rebondis, parce non, que tu vas couper la soupe, j'allais me dire... Du coup, je peux pas rebondir, parce que maintenant, je vais t'enfoncer. J'allais me dire, grâce à toi, genre, j'ai appris plein de trucs sur Lugano. Tu m'appelais, on s'appelait pour des projets ou des choses, et tu me disais, si jamais... faut pas que le menuisier il peigne tout seul. Faut demander au peintre. Ouais. Mais là, on revient à la discussion qu'on avait, Après, on avait eue ensemble. Il faut tout décrire, si tu veux, en fait. Ah, c'est clair. C'est clair. Ouais. Parce que, à nouveau, c'est toujours une question de langage et de référence commun. Si t'as pas les mêmes références, tu peux pas attendre de quelqu'un qui produise ce que t'as imaginé avec un simple dessin. Ouais, complètement. Parce que, à nouveau, quand tu dis j'ai juste à dessiner un truc et tout l'essence du projet là-dedans et toutes les décisions se prennent à partir de là, bah, elles dépendent de comment tu le lis et comment tu le dessines. Parce que... Et des habitudes des entreprises. En fait, ça nécessite une énorme maîtrise de la construction, de pouvoir faire ça. Parce que sinon, en fait, je trouve intéressant dans cette question, c'est que typiquement, je sais pas, je pense que c'était pareil pour vous, mais les premières expériences de chantier qu'on fait, en fait, on se rend compte à quel point le langage qu'on essaie de parler avec peut-être les artisans n'est pas le même pour eux, parce que eux recherchent une sorte de perfection, de pouvoir les joints, qu'ils se voient pas, qu'on voit jamais la vis, qu'on voit que tous les matériaux soient gommés par des peintures qui lissent tout. Ouais. En fait, nous, on aimerait tout le contraire. On aimerait voir dans notre cas, ouais, dans notre cas. Alors peut-être d'autres architectes non, mais et en fait, c'est aussi le moment où tu te rends compte qu'en fait, t'es obligé des fois leur faire des choses dont ils n'ont pas l'habitude. Et ils aiment pas le faire parce que c'est pas parfait. Et la manière d'accepter l'imperfection, des fois, en fait, c'est un peu bizarre parce qu'on doit leur dire de faire mal les choses. On doit leur dire de mal peindre le bois parce qu'on n'a pas envie, on a envie de voir les veines. Enfin. Ouais. Mais est-ce que tu me disais c'était plutôt du genre. Le bien le peindre. En fait, à nouveau, c'est une question de point de vue. C'est le mal le peindre pour eux parce que pour eux, un peintre ou quelqu'un, le but c'est d'être là-bas. Surface parfaite. Ouais. Pour nous, c'est d'apporter une couleur tout en voyant le matériel et la veine, etc. Mais c'est là où je pense que ta connaissance nous permet, en partageant nos anecdotes de chantier, nous permet d'avancer. Tu disais, le menuisier va peindre au pistolet avec un petit côté un peu satiné. Ouais. Et puis le peintre, il va passer au rouleau et ça va absorber le bois et on va voir les différences du bois. En fait, le peintre n'est pas moins compétent, il va pas faire moins bien. Non, c'est pas en fait, les outils qu'il va utiliser vont mettre en valeur ce que toi tu veux. Ouais. Et tu dis, ok. Désolé pour les menuisiers, peut-être qu'il y en a qui peignent très bien, mais si vous peignez au pistolet, pour moi, ça fonctionne pas. Donc, un petit trick, c'est je ne fais pas peindre tes menuiseries par le menuisier et fais-le par un peintre au rouleau. Ouais. Et ça, c'est la connaissance du chantier. Et encore, le rouleau, pas forcément, parce que le rouleau, par exemple, prendre un pinceau spécifique. Et le pire, c'est que nous, on a eu l'expérience à Lugano, c'est qu'en fait, il existe des sous-couches lissantes. Donc, nous, on voulait les traces du pinceau. Et en fait, nous, on s'est dit, bon, les traces du pinceau, c'est simple, non? Il peint. Et en fait, la technologie, je sais pas comment on dit, des matériaux aujourd'hui fait que un peintre, quand il peint, en fait, la matière qu'il utilise est lissante. Ok. Donc, même ça... Il faut connaître la matière. Il faut avoir l'expérience, il faut avoir... En soumission, c'est CF, peinture à doigts pour enfants, couleur blanc, 900 000, 9010. Non, acrylique simple, c'est tout. Non, mais je blague, mais... Ouais. Mais on est au point où finalement, il y a quand même beaucoup de connaissances à avoir, juste pour avoir le résultat qu'on souhaite. Parce qu'en fait, nous, par exemple, on aime les traces d'un pinceau, mais pour le peintre, c'est le b.a.-ba d'être un bon peintre, c'est de pas avoir les traces. Non? Nous, on a un client, il a peint lui-même. C'était nickel, hein. Ah, mais je suis sûr que c'est mieux comme ça. Ouais. Quelques petites traces, mais ça va. C'est très bien, c'est totalement acceptable. Ouais, mais dans ce cas-là, c'était pas le but d'avoir des traces.
Oui, mais comme il est moins bon, c'est très beau. Il faut un certain amateurisme pour faire des belles choses. Peut-être non, mais c'est pas forcément vrai, mais Comme que des premières années d'apprentissage. ils ont tous 14 ans sur le chantier. Ok, la question du podcast, on l'a un peu éludée, mais peut-être qu'on peut la reformuler autrement. On veut pas faire une table ronde théorie de l'architecture, hein, c'est pas le but. Non, mais j'ai envie de la connaître un peu mieux. Et je pense que nos fans ont envie de le connaître. Fan. Coucou les fans. Toi, Adrien C'est cette Gometto. caméra, Adrien. Toi, Adrien Gometto. Ouais. Si dans quelques décennies tu devais faire une rétrospective de ton travail en tant qu'architecte, qu'est-ce qui te rendrait fier? Plus personne va vouloir venir, hein, c'est pas ce qu'il y a. Ça va, il y a deux qui regardent. Ah, ok, c'est bon. Pardon, la question. Si tu devais faire une rétrospective de ton travail d'architecte dans quelques décennies, Ouais. qu'est-ce qui te rendrait fier? Mais attends, Mais il a pas encore fait ce qu'il le rendra fier, ça se trouve. Justement, j'aimerais savoir. la réponse à la Mario Botta, le prochain projet. Elle a dit ça? Ouais. Ouais, il est fort, Ouais. Ah, il avait 14 ans. hein. Premier projet à 14 ans, hein, ouais. Ah, c'est Je l'ai ouf. visité d'ailleurs. Au Ça a Tessin. l'air très beau. Ouais, Hein. Incroyable. Mais il est mieux rénové ou il est bien de base? Ah non, je pense qu'il a pas été rénové. Il n'a pas été rénové du tout? Ouais, c'est une maison pour un prêtre, à côté d'une église, en une sorte de pierre un peu brute comme ça, et puis avec des formes, un peu de toiture pointue, assez étonnant. Je pense qu'il a dessiné le calpinage de la façade en pierre. Non, je pense que le maçon, enfin, je pense que dans l'ADN du projet, le maçon a naturellement fait cette façade comme ça. Ouais. Non, je sais pas. Je connais pas tous les détails. Il était derrière le maçon à 14 ans et lui dire Ouais. fais comme ça Ouais. ou pas. Je sais pas. Faudra lui demander. Faut l'inviter. L'invitation Ça, c'est la prochaine question. Ça, c'est la prochaine question. Non, mais l'invitation est lancée, ouais. Mario Botta, si tu nous regardes. Il y avait une Alors, question, non Christophe. Donc, dans 20 ans, Oui, dans 20 ans. il y a une grande exposition internationale Ouais. sur Adrien Gometto. Mhm. Non, sur toi, c'est qu'est-ce qui te rendra fier? En fait, c'est un back-to-back. C'est Christophe Alonco et Adrien Gometto. Une exposition des deux. Les deux. Vous êtes à une table ronde et voilà, on vous dit quel est le projet qui vous a apporté le plus de fierté. J'ai tu fais le malin, Christophe. posé la question en premier. Non, c'est moi qui posais la question là. Mais si tu veux, je vais répondre en retard. Qui dit qui est? Donc ça veut dire que je dois répondre pour que tu puisses répondre. c'est ça Tu dois répondre pour que je puisse. C'est un back-to-back. Vous êtes ensemble. Vous avez un public, un C'est que partenaire le de 1000 boomerang il va invités. revenir vers toi après. Hein. On est dans le même bureau, donc t'inquiète. Moi je sais déjà ce qui te rendrait fier, Mick. Ouf, j'ai peur. C'est la Porsche. Hein. Ouais, clairement. Ouais. Non, heureusement pas. Comme parler au Jati, venir en conférence et se garer devant la place de l'atelier maquette en Maserati. Ouais, ça c'est. C'est quand même assez classe. Hein. Mais je sais pas si c'est ça qui te rend fier. Là, c'est juste. Ah bah si, se parquer en plein milieu de l'EPFL parce que t'es au Jati, c'est quand même classe. J'en sais rien. Ce qui me rendrait fier, moi, j'imagine... Mais on t'a pas posé la question. Christophe, c'est trop bien. Non, on a d'abord vous deux. I quit. Non mais sinon, Ah, c'est cool, il y a plus de batterie, ciao. Ça bug, Ah non, ça bug. sinon t'as une... Mais personnellement, hein, je pense que on revient à ce que tu as dit dès le début, c'est l'intégrité, non? Et la paix dans le monde. Et la paix. Donc toi, tu t'occupes de profil des Euro-Palestiniens et toi, tu t'occupes de l'intégrité. C'est magnifique. Ah ouais, c'est une bonne réponse en soi. Si t'as été intègre Ouais. sur tous les projets... Ouais, je pense et- qu'en vrai c'est une bonne réponse. Ouais, mais du coup, ça veut dire, est-ce qu'un client 1... Dans la question 4, dans la question alinéa B. Non, mais est-ce qu'un client pour lequel t'as pas d'affinité, mais tu fais du chiffre, en gros, est-ce que c'est une question Mais il a déjà d'intégrité ou pas répondu. Mais il je a crois dit- que- il a je Non, dit- mais par rapport à la volonté de se retourner sur sa carrière et se dire, j'ai été intègre toute ma carrière. Je crois que il faut. Non, on a cette responsabilité. Parce que je crois que c'est pas possible de faire bien ce travail si t'es pas en fait intègre. Moi, je pense que c'est très possible de faire ce travail. Oui, faire ce travail, mais bien, je pense pas.
Bon, pour moi, je suis pour que les architectes prennent le pouvoir. Mais il y a Qu'il y ait personne. plus d'architectes. Et Il y je a pense que personne en ça ferait politique en du bien architecture. à la ville et Mm. à l'environnement qu'il y ait plus d'architectes parce que c'est des gens, souvent, qui sont animés par une passion. Parce qu'il faut quand même faire 6 ans d'études et puis avoir le feu quand même pour faire ce métier. Donc, je pense que la plupart sont intègres. C'est juste difficile d'être resté intègre toute sa carrière. Je pense qu'il y a des moments donnés où c'est dur de lâcher sur aucun projet. On doit des fois Est-ce faire des qu'être concessions. intègre, ça veut dire ne pas faire de concessions, c'est aussi ça. Non, on n'est pas obligé de faire des concessions, on en fait déjà entre nous. Ce que je veux dire, c'est au moins avoir essayé plusieurs fois de faire passer un plafond apparent. Pardon. Et puis si ça passe pas, ça passe pas. Ou des matériaux, du carrelage, je sais pas. Par exemple. Par exemple. Le carrelage pas bleu, par exemple. Non, mais tu peux avoir essayé au maximum. Et je pense que si ça se fait pas, tu n'as pas à t'en vouloir. Mais Mais au moins avoir essayé. plus le temps... Enfin, plus le temps passe. J'ai les quatre vis sur la casquette. Ouais, depuis le début du podcast, ça fait. Plus le temps passe, plus je pense qu'en fait, il faut rester honnête, même si c'est devoir être assez courageux pour être pas forcément d'accord avec tous les acteurs. Ouais. Et je crois que c'est Lacaton Vassal, non, qui... Je fais du name dropping, mais Lacaton Vassal, si je me trompe pas, parce que c'est des rumeurs que j'ai entendues, mais dès que le projet, ils peuvent plus garantir une sorte de qualité ou d'intégrité pour leur projet, par rapport à leur projet, en fait, ils arrêtent. Donc ils disent on peut plus continuer à faire... Enfin, ils arrêtent le projet. Même si ça met en crise le bureau, Il y a plein même de si... théories comme ça. Moi, je me souviens Alors je que, sais pas si c'est vrai, j'ai Jean-Luc jamais qui travaillé disait, chez ton eux. premier mandat, il faut dire Ouais. non. Ouais. RCR, ils ont dit non. Plein de bureaux ont dit Ouais. non. Toi, tu vas devoir dire non, comme ça tu feras que des projets magnifiques. Ouais. J'ai dit oui à tout, pour être honnête. Ouais. Il y a quand même des réalités dans le métier. Peut-être la Caton Vassal, aujourd'hui, peuvent se le permettre, mais je pense que c'est plus une rumeur qu'une Ouais. Parce réalité. que la plupart du temps, de ce que tu vois, c'est que tu acceptes le projet, mais t'en parles pas du tout, quoi. Il y a Ouais. des catégories de recherche et développement dans les bureaux, il faut pas se leurrer. Non, bien sûr, peut-être qu'il y a une réalité économique qui est différente, mais disons qu'en tout cas, je crois que ouais, c'est en tout cas une base, enfin en tout cas une sorte de zeitgeist. On n'a pas réussi aujourd'hui à tout aborder. Moi, Je j'ai crois une que dernière question. Attends, mais il y en a encore 3. Mais tu peux faire la dernière et j'en fais encore 2. Mais Donc, je fais pas la dernière. ok, alors tu fais la dernière, j'en fais Non, je m'en encore fous de faire la dernière. 2. On n'aura pas eu le temps de regarder les projets Ouais. de Lugano et Champel, mais je pense qu'on aura l'occasion de tu reviens dans le podcast si t'es d'accord, si t'as pas, c'est pas trop un traquenard pour toi. J'aimerais quand même que nous, en ces temps-ci, à la base j'avais un Spotify et puis le bureau il me l'a pris et mon Spotify il est claqué. Et t'as une recommandation musicale pour moi? Le dernier Aya Nakamura, vous avez écouté ou pas? Il est Fait pas mal. plaisir, le sein. Il est pas mal. Ok. Ah, ça fait plaisir. On verra. Ok, Voilà. on va écouter ça alors. Moi j'ai bien aimé en tout cas. D'accord. Et J'ai le C, alors, est-ce qu'il y a une recommandation musicale? C'est moi le C, mince. Pardon. Non, moi, moi c'est toi le DJ dans le bureau. Tu nous régales à chaque fois, quoi. Avec tes musiques de la radio des années 50 en Turkménistan. C'est une constante découverte. C'est trop cool. Merci beaucoup. Ok, donc bande son Aya Nakamura pour bosser. Tu fais une radio, Aya Nakamura? Tu mets Spotify? Aya Ouais, Nakamura radio. je sais pas, faut que j'écoute. J'ai pas dit que j'aimais. On va écouter. Ouais, Dans ce format peut-être un peu mieux organisé. En tout cas, moi j'ai passé un super moment. Moi aussi. T'aimerais voir qui? Alors, Même si c'est un peu découvert. moi je nomine Thomas Revel. Je nomine. C'est la c'est Starac. Mais non, c'est l'Ice Bucket Challenge, tu sais. Ah, tu, ok, ok. tu devais donner 3 Ouais. personnes. C'est la douche froide. Ouais. Donc Thomas Revel du bureau Samedi. Ok, donc Thomas Revel Bureau samedi. Du bureau Samedi. avec son associé Kevin. C'est bien, ils se font pas en même temps que Henri Mardi, alors. Henri Mardi le mardi et... Et samedi. Ok, Non, ça c'est marche. bien, c'est pas plus marrant, le mardi, on prend samedi. Et... On va rester sur le jeudi parce que j'ai quand même une vie de famille. Et toi, t'avais une dernière question? Ouais, mais en fait, elle est trop sérieuse par rapport aux dernières questions, donc on va pas la faire.
Vas-y, je suis ça va prêt. bien, Je suis ça. prêt. T'es prêt? Après Ted Geist. je suis C'est prêt. quoi l'ouvrage que tu rêves de réaliser? Ah, c'est cool. C'est quoi le projet que tu rêves d'aborder pour un vrai client? Pas en projet hypothétique, avant projet Ah, pas machin. hypothétique. Non, vraiment, qu'est-ce que t'aimerais vraiment construire ou imaginer Hein? T'as roté? C'est noté. C'était... Oh putain, il y a du Tu vois, je sais pas, t'aimerais faire une tombe comme Miss ou t'aimerais faire... Ils sont tellement monumentales vos questions, non? C'est absurde. Moi, On je parle d'Ali Akanuma et fais puis après... que des guignoleries et les deux ils te mettent dans la sauce à chaque fois. Non, mais vraiment, un truc que tu rêves de faire... Celui que je rêve de faire, Ouais. comme quand tu demandes à un acteur, par exemple, avec quel réalisateur Ouais. t'aimerais tourner, par exemple. Exactement, ouais. Généralement, les acteurs, ils disent, je le dis pas parce que sinon, Bon, alors, mais je peux le dire. dis pas, c'est pas grave. Euh... Tout le monde. J'aimerais tout faire. Steven Spielberg. T'as vu le dernier film? Non. Ah, il est bien. J'ai regardé le Et Terminal sérieusement, avant-hier. Et à part ça, Ouais, avec Tom Hanks. mais à un part peu ça, vieilli, mais- je dis, c'est pas une connerie, mais le dernier Spielberg, donc ça parle de sa passion sur la façon dont il est rentré dans le cinéma. Ouais. C'est un peu une autobiographie. Sur la façon dont il est rentré dans le cinéma, qu'est-ce qui le fait vibrer, qu'est-ce qui fait battre son cœur en gros. Et en voyant le film, j'ai trouvé pas mal de points communs ou d'arcs narratifs qui sont similaires à ce qu'on a vécu et ce qu'on aimerait vivre en fait. Mm. Et je vous recommande le truc parce que c'est une passion, c'est de l'art en gros, mais qui se fabrique parce que malgré le fait que ce soit un film ou voilà, c'est quand même, ça se fabrique, ça a une application, ça a un budget, ça a une portée plus que simplement théorique. Et je trouve que le film il est assez cool en tant qu'architecte. En tout cas, j'ai trouvé pas mal de choses qui m'ont dit putain c'est vrai en fait. Il a l'air bien. Il y a un moment où tu te poses pas de questions, c'est comme ça, c'est plus important, c'est tout. J'aimerais bien. Ouais. Ça doit être Vous trop devriez cool faire, hein, ouais. de faire la DA pour. Je pense à ça, mais Ouais. j'ai compris le principe du Spielberg. Il faut Mais- voir les behind the movies, genre de Alien, des trucs comme ça. Mais Hans Paul Sieg, il a fait le décor d'un film. Ah, c'est tellement cinématographique. Il a fait le décor Der Golem, Oula. un film des années 30, Ok. allemand. Je vous conseille. Golem qui est Superbe. une fable juif ashkénaze Exact. qui protège une synagogue. Mhm, mhm. Ok. Très beau film. Décor incroyable. Mais pour répondre à ta question quand même, Michael, j'aimerais bien faire ma maison. Ouais. C'est un peu banal, non? Mais... Non, J'aimerais trop bien- pas. Il y a plein d'architectes qui font leur maison par d'autres architectes. Ouais. Ou alors, ouais, ça serait pas mal aussi, ça, de faire sa maison par un autre Faut qu'il me faut architecte. plusieurs maisons. Et tu serais pas trop chiant comme client, toi? Non, T'arriverais à prendre des décisions pour toi-même, vraiment? je sais pas. On a collaboré ensemble. non. J'ai du mal à prendre des décisions, c'est vrai. Non, mais c'est trop dur. Généralement, un client, tu lui proposes 2, 3, 4 possibilités. Bah, Toi, tu sais qu'il y en a des milliers. Dans ta tête. Ouais, mais à nouveau, c'est si tu te fixes un objectif et t'as un truc qui te passionne, un truc qui te bout de l'intérieur, tu vas essayer de le réaliser. Je pense ouais, que tu mais pars pas dans des... Adrien, 2 mois plus tard, il va être là, genre, oulala, J'ai acheté un nouveau livre, et du coup... j'ai revendu le terrain. Je te rassure, parce qu'il y avait un set de vignes au milieu. Je voulais pas le casser. Non, je taquine, mais c'est donc, vrai que t'as tendance à quand même à pas mal remettre en question les projets. Ouais. Tu serais prêt à construire ta propre maison? C'est une bonne question pour Chris. Est-ce que c'est ton rêve? Je rêve, je sais pas, mais... Un projet que t'aimerais faire? Comme... Et du coup, tu veux Ouais. pas vivre en logement collectif comme tout le monde, espèce de merde. Tellement Ça monde pour d'avant. détruire la planète. Tellement monde d'avant. Ma villa avec mon garage Et ça marche. et Ouais. un chien. Mais c'est vrai que ça pose la question du site, ouais. Tokyo, on a dit Tokyo. Ouais, une maison à Tokyo. Ah, non, si, c'est possible. C'est faisable. Ouais, clairement. Elles ont une durée de vie de 23 ans, 26 ans. Ah, j'aurais tellement aimé qu'on y aille ensemble. On s'était donné comme on avait participé à un concours tous ensemble avec toi Trop bien. et on s'est dit on était en deuxième tour donc franchement c'était trop bien. Et on s'est dit si on gagne le concours. Non, si on gagne un prix suffisamment élevé. Ouais, donc on n'a pas gagné un prix supplémentaire pour partir à Tokyo tous ensemble. Faire voyage de bureau. Ça aurait été bien. Ouais. Donc s'il y a une marque qui veut sponsoriser le podcast, Non. ils savent où on va aller. Ouais. Prochain numéro au Japon. Prochain numéro à Tokyo. À Tokyo. On a reçu une invitation pour faire un podcast ailleurs, on en reparlera plus tard, mais d'autres Ah ouais. trucs. Où ça?
Secret. Prochainement sur les réseaux. Teasing. Ouais. Bon, en tout cas, c'était cool de t'avoir. Bah, merci de m'avoir invité. Si jamais Le sur A. le... Le A. Big A. Si jamais C'est donc raté. on a mis aujourd'hui sur Society Talks deux posts, un qui avec une photo très cool et l'autre qui présente les projets de Lugano. On n'a pas montré aujourd'hui les médias, mais ils sont présents quand même sur l'Instagram. Donc c'est chouette si par rapport à ce qu'on a dit, vous pouvez checker puis voir si ça correspond À la réalité. à ce qu'on a Au dit. discours. Ou si on a mélangé Belle phrase. ouais, aux belles phrases ou aux mauvaises phrases. À checker, vous pouvez vérifier. Non, c'était cool. Mettez des coms. Checker. C'est faux. Ça, c'est vraiment pas comme ça qu'il a dit. Hein. Non, après ça, vous faites ce que vous voulez. C'était cool d'avoir un moment. Ça a été en 2 parties, ça a coupé. Ouais. Et c'était quand même un bon moment. Vous trouverez en une partie sur YouTube l'ensemble et puis sur Twitch en 2 parties parce qu'on peut pas réécrire le truc. Mais il y aura sûrement un peu de montage. Parce qu'on a un petit problème technique. Mais Exactement. on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait. On a fait beaucoup. C'était vraiment sympa de te Mhm. voir. Ouais. Franchement, merci. Et puis, nous, on se voit dans 2 semaines. 2 semaines pour le 23, jeudi Le 23. 30. 30, Le ok. 30. Ouais, C'est ça, hein? le 30, de quel mois? Mars. Ok, le 30 mars. On avait dit 15h30 aujourd'hui, c'est pris plus de temps pour installer le Ouais. setup, donc je pense que ce sera plutôt vers 16h, Voilà. un truc comme ça. Vous avez un truc à rajouter Merci. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous. On attend les commentaires et tout parce que Les pouces bleus. Non, Il y a pas. on s'en fout. Toi, tu fais quoi? Tu rentres aussi en train ce soir? Ouais. Tu auras le temps de revoir ça. On fait un visionnage ensemble. On peut faire un feedback dans le train. J'ai 1h30, moi. Toi, t'as 2 heures. T'as 2 heures pour la Zurich. T'as le temps de voir les 2 parties. Yes. Ok. Bon, mais c'était cool. Merci Christophe, merci pour Adrien, ces merci questions. Loris, Ouais, bisous les zouzous. merci Nico, merci Olivia. Ouais. Merci Et Nico. puis on se voit dans 2 semaines. Ah. On s'applaudit. Allez. Merci Rhubarbe. Chaotique.